Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cet autre numéro de la Revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés. Des invités avec qui nous allons tout à l'heure analyser et commenter les principales unes parues ce matin. Revisitons tout d'abord ces unes avec la nouvelle expression qui, comme certains autres journaux, s'intéresse à la rentrée scolaire 2018-2019 et surtout au manuel scolaire. Et la nouvelle expression du titre est polémique autour des manuels scolaires. Les éditeurs relèvent cette année des irrégularités dans le processus qui a mené à la publication de la liste des manuels scolaires. Le journal propose un dossier sur cette actualité aux pages 3, 10 et 11 des éditeurs donc qui se plaignent pour certains. Ils ont parlé sous anonymat donc pour ces éditeurs qui estiment que ce sont tout simplement ceux qui ont payé le plus, qui ont eu les meilleures places, nous dit donc dans les colonnes de la nouvelle expression l'un des éditeurs, tout comme d'autres estiment que ceux qui ont été choisis pour éditer ces livres le savaient préalablement. Donc il y a eu une sorte d'entente entre la commission d'agrément et les éditeurs dont les livres ont été retenus. L'un des éditeurs justement déclare: ceux qui étaient dans la confidence avaient déjà lancé les impressions. Aucun éditeur ne peut aller actuellement imprimer en Chine ou en Inde et avoir les livres avant 4 mois. Des éditeurs qui disent qu'ils savent que la capacité des imprimantes camerounaises n'est pas grande. Par conséquent, cette rentrée scolaire sera l'une des plus rudes et ne présage rien de bon. Voilà, selon certains éditeurs qui estiment qu'il fallait un peu plus de temps. Et donc, la liste a été rendue un peu tard, rendue publique un peu tardivement. Arbitrage et médiation, les avocats camerounais qui sont à l'école. Le barreau du Cameroun organise à Douala un séminaire au regard des derniers textes OHADA édictés en 2017. Et puis l'église catholique, tout comme l'église protestante, à la une de la nouvelle expression. Tout d'abord, l'église catholique avec ce litige foncier. Une église et un député embourbé dans une affaire de litige foncier du côté de Youpoué à Douala. L'église catholique et l'honorable Doug Collins s'active à expulser par la force un paisible habitant installé par le roi Bel depuis près de 40 ans sur une parcelle avenante à cette paroisse de ce côté-là. Et puis l'église évangélique du Cameroun avec Ndje Toya qui réagit après le verdict de la cour d'appel du littoral. Son équipe a donné une conférence de presse à Douala pour dire sa part de vérité au sujet de la sentence rendue par la cour. Et il faut dire que pour l'équipe de Samuel Ndje Toya et surtout pour son avocat maître Kamako, il n'est aucunement question que ce verdict rendu par la cour d'appel mette fin aux activités du bureau élu du côté de Ngaoundéré au mois de novembre 2017, puisque ce bureau co-conduit Ndje Toya continue à travailler allègrement. Le conseil donc de ce dernier qui rappelle qu'ils vont tout simplement se pourvoir en cassation. Le journal La Scène nous parle ce matin du Bialand et des 100 premiers jours de Paul Atangandi au ministère de l'administration territoriale. Au compteur de l'histoire, le natif d'Akoum, premier anglophone à occuper cette fonction au Cameroun, fut nommé le 2 mars dernier. Le 8 juin 2018 a marqué une révolution inédite dans les mentalités au centre de la territoriale, nous dit le journal, qui parle des dossiers brûlants qui ont été les visites de terrain dans les chaudrons anglophones à l'ouest et dans le littoral, l'institutionnalisation du renseignement prévisionnel par les autorités administratives, la situation statistique sur le port et la vente d'armes au Cameroun, la situation des chefferies traditionnelles et les CAM. Dans cette édition, donc, le journal tente de dresser un bilan et propose un dossier sur les enjeux, les défis et les perspectives de cette année de l'histoire en termes d'élections électorales attendues. La une du Popoli parle sur un fait de société qui concerne une artiste du nom de Daphné qui s'est rendue du côté des États-Unis et qui a été tout simplement expulsée en raison d'une mésentente. Elle qui avait obtenu donc un visa d'entrée, qui s'était rendue aux États-Unis pour une prestation et qui s'y est rendue pour une deuxième fois alors que le visa était encore en cours de validité. Et il a fallu une fois arrivé donc à Washington que les forces de l'ordre de ce côté-là lui fassent savoir
savoir que son visa ne lui permettait qu'une seule entrée sur le territoire américain, ce qui lui a valu donc cette expulsion et 10 ans d'inéligibilité au visa américain. Le Messager parle de chefferie traditionnelle ce matin et surtout d'embrigadement. Nos chefs traditionnels, otages du renouveau, c'est la une du journal Le Messager qui ajoute donc que dépouillée de sa substance initiale, la chefferie traditionnelle reste pour le pouvoir camerounais un lieu d'expérimentation du clientélisme politique. Le journal Le Messager qui propose ce matin une enquête qui révèle comment désormais cette institution séculaire dans notre pays est tout simplement bradée. Et puis les livres, malgré le retard, le livre unique au programme 2018-2019, nous dit le journal Le Messager dans ses colonnes qui rappelle donc que la liste de ces manuels scolaires a été rendue publique hier. Le journal qui parle aussi de tueries de Menka dans la région du Nord-Ouest et le National Executive Committee du Social Democratic Front qui exige des enquêtes pour faire la lumière sur ces tueries. C'est l'une des annonces faites à l'issue de la dernière réunion du comité national exécutif de ce parti tenu à Yaoundé sous la présidence donc du chairman Ni John Frondi. Le Jour s'intéresse à la crise anglophone et barre sa une avec cette interrogation: pourquoi les organisations humanitaires internationales font peur au régime? Le journal qui propose une analyse donc sur les multiples interventions des organisations humanitaires internationales, mais surtout les faces ou la face cachée de ces organisations humanitaires internationales, d'où la raison de la crainte du régime de Yaoundé. Le Sud-Ouest à la une du journal Le Jour et le tribunal de première instance de Mouyouka incendié le feu qui a consumé le bâtiment abritant cette juridiction aux premières heures du mercredi 13 juin 2018. Et puis mutation qui s'intéresse aussi à la crise anglophone, mutation qui titre crise sécessionniste, une attaque dans le littoral, c'est la première du genre. Nous dit le journal qui ajoute que des échanges de coups de feu entre la gendarmerie et les assaillants séparatistes ont été enregistrés hier du côté de Mbanga. C'est la une de mutation ce matin qui ajoute donc en termes de bilan, un gendarme a été blessé et plusieurs miliciens ont tout simplement été capturés. C'est une information contenue à la page 7 donc du journal Mutation qui propose aussi ce matin la liste des manuels scolaires déjà disponibles. L'essentiel reste sur les manuels scolaires à la grande une. L'essentiel qui titre enfin un livre par matière. C'est la une du journal L'Essentiel ce matin. Un livre par matière. Le journal qui propose d'ailleurs la liste des manuels scolaires 2018-2019. Une liste qui est donc désormais connue. Et puis on va terminer avec Cameroun Tribune qui reste sur le manuel scolaire, les manuels scolaires et les listes qui sont là. Nous dit Cameroun Tribune, sur proposition du Conseil national d'agrément, les ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont rendu public les ouvrages agréés pour les prochaines années. La réforme prescrite par le Premier ministre prend ainsi corps avec désormais un seul livre par matière à découvrir donc dans l'encart que propose ce matin Cameroun Tribune. Cameroun Tribune also talks about World Cup 2018 in Russia. Competitions kick off today in Russia, says Cameroun Tribune. The 21st edition of the FIFA Football World Cup begins today, June 14, 2018 in Moscow, with Russia taking on Saudi Arabia in the opening game for 1 month. 32 teams will battle for the trophy, with host country promising to overcome the organizational challenge. You can have it at page 45 of Cameroun Tribune this morning. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue donc des granules et de donner la parole à nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour
Guy Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais surtout, je voudrais relever la formule de Guy Fongan chaque jour quand il parle de la revue qualitative, parce que vous le faites très bien, c'est-à-dire que dans notre revue presse, on ne lit que les unes des journaux qui donnent la vraie information et non le reste, parce que je voudrais m'insurger ce matin contre un journal édité à Yaoundé qui a publié avant-hier la photo d'un général, le général Salou Mohamedou, à la une de son journal, en disant que ce monsieur est l'allié des ambazoniens et qu'il est l'allié des ambazoniens pour faire sortir ma famille du de prison. C'est inadmissible. Un journal ne peut pas se permettre de parler ainsi d'un général et l'un des plus gradés de l'armée camerounaise. Il est dans l'armée depuis plus de 47 ans. L'un des plus sérieux. Et l'un des plus sérieux, d'ailleurs, les plus appréciés des chefs de l'État. Jusqu'à ce que ce journal est allé, il est allé jusqu'à dire que c'est lui, le général Sali, qui a fait partir le général Nouma, alors que l'on sait très bien que c'est le chef d'État qui a sorti le colonel Nouma de la retraite pour le nommer là, dans le sud-ouest. Et on se souvient des déclarations incendiaires qu'il a faites dans les journaux en disant que les militaires s'illustrent par des carnages. Et c'est le chef de l'État qui l'a relevé de ses fonctions. Ce n'est pas le général Sali. Alors quand un journal accuse nommément et de façon aussi claire un général d'être le complice des ambazoniens, c'est franchement inadmissible. Et je pense que, comme beaucoup de directeurs de publication qui étaient avec moi quand ils ont lu ce journal, vraiment il y a de quoi s'insurger et de quoi avoir peur pour le Cameroun où les journaux n'ont même plus peur. Dans les réseaux sociaux, c'est les fake news. Là maintenant, dans la presse écrite, c'est la suite des fake news. Voilà, une bonne interpellation. Guy Fongan, bonjour. Bonjour Eric Martial, président Eric Martial. Vous vivrez comme beaucoup de Camerounais la Coupe du Monde à la télé. Donc ce sera le cas pour beaucoup de journalistes sportifs qui ce soir vont vivre la Coupe du Monde à la télé. C'est dommage, mais on n'a pas beaucoup de choix. Parce que l'équipe du Cameroun n'est pas qualifiée. C'est très dur, mais c'est la réalité. Non, je voulais me plier à la tradition pour évidemment faire un clin d'œil aux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la une des revues qualitatives qui paraissent au Cameroun. Et j'ai une pensée pour un téléspectateur singulier, le ministre Issa Tirouma Bakari, qui comme tous les autres musulmans, va célébrer le Ramadan demain. C'est quelqu'un aussi qui prend du plaisir à regarder ce programme qualitatif. Et par son canal, on souhaite bonne fête, bonne célébration de la fête du Ramadan à tous les musulmans qui adorent cette émission. Allez, merci pour ces introductions, chers messieurs. On va rentrer de plein pied dans cette revue, en tout cas dans les commentaires des grandes unes, avec donc la rentrée scolaire 2018-2009, 2019 et les manuels scolaires ou la liste qui a été rendue publique. Deux choses à retenir, la liste rendue publique et désormais le fait que l'on aura un livre uniquement par matière. Certains disent c'est une révolution. C'est une révolution, il y a même une meilleure révolution, parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, ça a été un combat. La presse, malheureusement, ne voit pas aussi la chose sous cet angle-là, que l'essentiel, quand on prend la liste des ouvrages retenus, l'essentiel des auteurs, c'est les Camerounais. C'est quelque chose à saluer et à encourager. Ça faisait un moment qu'on avait très peu d'auteurs camerounais dans le programme scolaire. Ça veut dire que de plus en plus les Camerounais écrivent et qui prennent du plaisir à écrire. Et je suis heureux de constater que dans la liste des programmes, des manuels scolaires, on n'a que les auteurs camerounais, donc ça fait plaisir. Bon, il y a évidemment quelques cas isolés, mais l'essentiel, c'est les auteurs camerounais. Ça, c'est la première chose qui me semble important à soulever. L'autre chose qui me semble important à observer, c'est que cette liste, on l'attendait depuis avril. Donc, elle apparaît seulement aujourd'hui en juin, avec un mécontentement affiché des éditeurs qui estiment qu'ils ont été doublés par la commission, ce qui est vrai d'ailleurs, parce techniquement on ne peut pas avoir des livres avant au moins 4 mois. Comme ils le disent. Mais avant qu'on arrive sur la colère de ces éditeurs, restons sur l'un des aspects les plus importants, en tout cas, qui fait le plaisir de nombreux parents. Enfin, un livre par matière, c'est d'ailleurs la une du journal L'Essentiel ce matin. Enfin, un livre par matière. C'était attendu parce que voilà, il y avait de la surenchère. Chaque chef d'établissement pouvait se permettre de mettre au programme le livre. Pour un cours de français, il y avait 10 livres pour un cours de français, par exemple. Il faut dire que cette évolution avait commencé avec le ministre Ngale Bibé. Elle avait commencé et là maintenant elle est tout simplement en train d'évoluer. Mais moi je pense que la crise aujourd'hui qui fait grincer certains éditeurs des bancs, c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a eu un remaniement ministériel en mars.
bon, avec le ministre Ngale Bibé qui a été envoyé au transport et l'arrivée de Madame Nalova Lyonga, forcément il y a eu une commission certainement relookée, ou la commission qui a trouvé là le moyen peut-être d'amener un autre casting dans la distribution des livres. Donc moi je pense que la colère des éditeurs, surtout ceux qui estiment avoir été rayés de la liste au profit de nouveaux, elle est certes compréhensible, mais il faut que les uns et les autres comprennent que cela est certainement dû au fait qu'il y a eu changement de ministre. Ça, c'est l'une des raisons les plus plausibles. Mais toujours est-il que cette formule du livre unique, c'est bien évidemment pour les biens des parents qui, comme l'a dit Guy, peut-être même des enfants. Mais des parents et des enfants. Avoir 10 livres pour une seule matière. On imagine des enfants qui se retrouvent avec plus de 10 matières. C'est une révolution. Et même une évolution sur le plan économique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dans ce genre de choses? Il est parfois difficile de comprendre pourquoi certains ont été barrés et d'autres ont été retenus. Mais toujours est-il que ceux qui estiment que la liste sort trop tard, pour eux, c'est certainement ceux qui n'étaient pas préparés ou qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait de nouveaux livres ou bien qu'il y ait de nouveaux éditeurs. Mais toujours est-il que le problème du livre, vous le voyez, il est présent dans 4 ou 5 des journaux aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est au cœur de la préoccupation des parents. Alors, on peut comprendre la frustration de certains éditeurs, voilà, qui n'ont pas été retenus, mais on peut aussi dire à côté que malheureusement tous ne pouvaient pas être retenus. Oui, mais il y a un problème de logique et d'objectivité dans le choix des livres qui ont été retenus. Parce qu'on ne peut pas de manière rationnelle expliquer comment est-ce qu'un livre qui est au programme depuis 20 ans, qui a été évalué par les pairs et par la commission, et qui du jour au lendemain a disparu de la liste des livres retenus. Ça veut dire que les programmes dispensés jusqu'à il y a 20 ans n'étaient pas de qualité et qu'ils étaient mauvais, alors que ces livres pour la plupart ont été retenus par la commission la plus compétente, mais qui subitement ont disparu de la liste définitive des livres. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le casting, dans le choix opéré par la nouvelle commission, ce qui est de nature à frustrer et à révolter les éditeurs de presse qui à mon sens, ont compris que ça mettra en difficulté davantage les parents, parce que là c'est ouvrir une véritable boîte de Pandore, parce que dans un contexte comme le nôtre de récession et de baisse de pouvoir d'achat, ce qui va se passer avec ces disques qui sortent déjà tardivement, c'est qu'on aura au moins 2 conséquences fortes. Un, le prix de ces livres vont être élevés et presque inaccessibles. Et les parents vont encore devoir saigner doublement pour les acquérir à prix d'or. Et je pense que quand on est dans un pays où le SMIC coûte à peine 30 000 francs, on ne devrait pas s'amuser à jouer avec les nerfs des parents comme ça. Et je suis de ceux qui pensent que le Cameroun, c'est un vrai scandale planétaire où le livre scolaire est bradé. Quand je veux dire bradé, je veux dire qu'il est vendu comme une marchandise ordinaire. Dans les pays sérieux, le livre, c'est un véhicule idéologique qui obéit à un certain nombre de canaux pour que les enfants qui sont dès le primaire, on leur transmette une certaine idéologie, une certaine valeur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous envient la Chine, envient les pays asiatiques, parce que ça commence dès la base, dès le primaire, dès l'école maternelle. Les ouvrages au programme participent de la construction du citoyen qu'on veut demain. Mais dans un pays où on s'amuse à changer les livres chaque année, c'est clair qu'on fait de la navigation à vue, et le livre est vendu comme une banale marchandise, et c'est un vrai scandale. On se demande quelle est la véritable politique éducative, quel est le Camerounais de demain qu'on veut construire. Parce que le Camerounais de demain qu'on veut construire passe par le type de manuel au programme depuis l'école primaire. C'est un véhicule idéologique qui participe de la fabrication de Camerounais de demain. Mais là, on navigue avec chaque année on change de livre et on a l'impression que ça fait pas sérieux. Voilà, en tout cas, on espère que tel que l'on est parti, on ne vivra plus. Pareil scénario, attendons de voir ce qui se passera lors des prochaines rentrées scolaires. La crise anglophone est à la une de plusieurs journaux ce matin, avec tout d'abord Mutation qui nous parle d'une attaque dans la région du littoral, une attaque qui est revenue d'ailleurs dans plusieurs journaux. Le journal parle d'échanges, de coups de feu entre les rebelles, les sécessionnistes et l'armée régulière, et présente d'ailleurs le bilan avec plusieurs interpellations, mais aussi un gendarme blessé. On est sorti là complètement du cadre de ces combats, le cadre qui était jusque-là
le sud-ouest et déjà une partie du littoral est empiétée par ces combats. Bien sûr, on peut commencer à se poser la question pourquoi une bourgade aussi retirée que Pénamboko. C'est vrai qu'elle est assez isolée, mais on voit que le débordement du désordre que l'on enregistre dans le sud-ouest et beaucoup plus dans le sud-ouest que dans le nord-ouest commence à déborder. Mais à déborder pourquoi? Comment peut-on donc expliquer cette attaque d'hommes armés qui sont venus attaquer une gendarmerie et qui s'en sont pris aux hommes en tenue? On peut se poser la question, est-ce comme je l'ai souvent dit, la multiplication des bandes armées qui agissent chacun de son côté, et qui, dans le seul but d'instaurer un désordre, une psychose permanente, est-ce une planification des gens qui ont décidé que bon, maintenant on va attaquer aussi bien du côté de Pénamboko que du côté de Mbouda ou du côté de Tchang? On peut bien tout autant se poser la question. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour la première fois, on entend des coups de feu hors de la zone anglophone et c'est inquiétant. C'est inquiétant à plusieurs titres, mais c'est inquiétant tout de même que des gens armés se retrouvent dans la région du littoral en train d'attaquer des hommes en tenue. On peut se poser la question, sont-ce vraiment les sécessionnistes? Sont-ce des terroristes? Sont-ce alors des membres d'une bande armée qui, comme dans comme dans tous les cas de guerre civile, parce que quand il y a des guerres civiles, il y a des bandes armées qui ne combattent pas toutes, qui ne posent pas toutes des actes dans le sens d'une idéologie, mais uniquement pour continuer à instituer le désordre. Alors, donc on peut se poser cette question. Hervé, dans quel registre est-ce que vous placez cette attaque de Pénamboko, Nongloa, de Mbanga dans la région du littoral? Cette attaque se situe, dans mon sens, dans le registre de la terreur et de l'entretien de la psychose. Et je refuse de croire que c'est un acte isolé. Parce que la vérité, ils ont peut-être le détail qu'il faudra apporter, c'est que c'est une zone quasiment frontalière avec le sud-ouest, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que je refuse de croire que c'est un acte isolé, parce qu'aux dernières nouvelles, je vais dire que le nord-ouest et le sud-ouest sont quasiment barricadés par les forces de maintien de l'ordre qui tiennent en respect de manière assez convaincante les invasioniens. Et quand les attaques se délocalisent, ça veut dire que on est en train là de s'acheminer vous pensez à une généralisation à une généralisation de la crise qui pourrait avoir des dégâts collatéraux inestimables. Moi, à mon sens, je pense que ça fait très très longtemps qu'on le dit, si un État est fort, il vous écrase, s'il est faible, vous périssez tous. On a l'impression, depuis le commencement de la crise, que je veux dire que l'État ne tient pas suffisamment les rênes et ne tient pas ses engagements de manière à neutraliser et d'en mettre hors d'état de nuire cette bande d'insurgés. Parce qu'on est là dans le littoral, depuis le début de la crise, la logique des invasioniens, c'est de créer la psychose permanente et de laisser à ce que les Camerounais vivent de manière régulière la peur dans le ventre. Parce que quand vous avez, si vous imaginez un seul instant qu'en sortant dans la rue, vous pouvez recevoir une balle, alors les invasionnels auront gagné la guerre psychologique. Ils auront réussi à faire peur. Aujourd'hui, ils font peur de manière assez crescendo. Et il est temps pour le régime d'arrêter cette spirale qui est en train de sortir du sud-ouest et du nord-ouest pour s'étendre à d'autres villes. Et gangrène qui s'étend. Et je me suis laissé dire qu'il y a il y a la véritable riposte du gouvernement qui se prépare dans ces régions-là. Je crois que ça va se faire au moins avant la rentrée scolaire, parce que des engagements ont été pris à la fois par les chefs traditionnels et les différentes parties prenantes de cette guerre-là. Il faut que cet engagement pris par le gouvernement se matérialise et que véritablement ces gens soient neutralisés. Donc l'option de la force se poursuive avec... Voilà, encore que contrairement à ce qu'on laisse croire, si vous avez discuté comme moi de manière régulière avec des gens qui sont sur le terrain, des gens du BIR, ils vont vous dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, tout ce qu'ils font, c'est d'entretenir, c'est de calmer, c'est de neutraliser les assaillants sans véritablement les brutaliser. Parce qu'ils ne sont même pas encore arrivés à la phase des représailles, contrairement à ce qu'on pense. Et allez-y rencontrer plusieurs, ils vous diront ce qui se passe sur le terrain. Ils n'ont pas pour mission encore d'aller de manière frontale et cruelle. Parce que quand ils vont commencer à le faire, ça va être très compliqué. Jusqu'ici, ils essaient d'avoir une présence dissuasive. Et ils sont réguliers, ce qu'on ne dit pas, ils sont attaqués de manière régulièrement. Moi, j'ai vu des soldats avec des balles, mais qui ne peuvent pas riposter.
parce qu'ils n'ont pas encore reçu un certain nombre d'instructions. Mais quand on va arriver à ce stade, ça va être compliqué à gérer. On note toujours relativement à ceci que le jour nous fait savoir que au même moment hier, c'est le tribunal de première instance de Mouyouka qui partait en flammes complètement pour dire, bon, même si personne n'a jamais véritablement pensé que c'était la calmie, tout était terminé de ce côté-là, pour dire que les sécessionnistes continuent à s'attaquer aux édifices publics. Non, c'est la guérilla. La guérilla, il n'y a pas que les édifices publics. Vous voyez, ça a été un poste de gendarmerie hier. Avant-hier, c'était à Mouyouka. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument entretenir un climat de psychose et de terreur. C'est ça leur problème. Mais là, cette fois-ci, la particularité avec l'attaque de Pénaboko aujourd'hui, c'est que c'est une attaque assez audacieuse. Parce que les gens comme ceux-là, ils attaquent dans une région où ils savent qu'ils ont une base arrière. En venant attaquer dans le littoral, le repli va leur être assez difficile. Donc, ils ne peuvent pas mener longtemps ce genre d'opération hors de leur zone. C'est pour cela que c'est une opération isolée qui va peut-être se répéter dans une ou deux ou trois autres bourgades. Mais de temps en temps, ces gens auront de la difficulté à rentrer parce qu'on ne peut pas s'installer, facilement dans une autre région que la leur. Et puis, ils vont plus loin de plus en plus. Vous avez suivi comme moi ces jours-ci les rumeurs d'enlèvement des cadres de certaines entreprises. Vous avez lu il y a quelques jours, il y a un cadre de Congélcam qui a été enlevé. On a annoncé il y a quelques jours, même si les brasseries ont démenti après, un cadre des brasseries qui aurait été enlevé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de... Il y a une diversification des attaques. N'oubliez pas des citoyens honnêtes sont en train d'être enlevés. Sous demande de rançon après. N'oubliez pas, il faut faire avec eux dans leur guerre, ils mènent aussi une guerre psychologique en balançant des fake news. Des fake news, oui, ils ont enlevé ceci, ils vont braquer ceci, ils ont pas. Tel est enlevé, tel est enlevé. Restons sur le jour et toujours sur cette crise anglophone et cette interrogation qui barre la une du journal. Pourquoi les organisations humanitaires internationales font-elles peur? Elles font peur, est-ce volontairement? Est-ce pour faire peur au Cameroun, au gouvernement du Cameroun? On peut bien se poser la question, mais toujours est-il que les rapports que ces organisations humanitaires font depuis un certain temps. Au départ, ces organisations avaient commencé à dire que non, l'armée est en train de tuer les gens, de massacrer les populations. Aujourd'hui, ces organisations constatent que effectivement, il y a une exagération de la force du côté de l'armée, mais surtout, même du côté dans le camp d'en face, il y a des exactions qui sont faites. Mais je pense que ces organisations humanitaires, en balançant des chiffres et en disant toujours que c'est mauvais, c'est chaud, elles font effectivement peur et elles donnent les populations qui sont les plus fragiles et qui sont visées, c'est les cibles, c'est les populations qui ont peur en lisant les rapports, en lisant ces rapports, en décomptant, en voyant le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre d'enlèvements, ça fait peur. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'amener les uns et les autres à comprendre réellement la situation. J'ai entendu un journal ce matin, un confrère ce matin qui, parlant justement de cette crise anglophone, a dit que, bon, mais l'armée camerounaise fait des exactions, mais elle aurait pu aussi utiliser des balles en caoutchouc. Vous imaginez ça? Aller utiliser des balles en caoutchouc contre des Amazoniens? C'est un rêve. Qui tire à balles réelles? Comment voulez-vous que, bon, les militaires, eux, qui protègent un pays, une nation, eux tirent parce qu'elles ont peur de se voir accusées de faire des exactions, hein, commencent à utiliser des balles en caoutchouc pour ne pas blesser, pour ne pas tuer les autres. Mais ça devient un délire dans ce pays. C'est tuer ou être tué. Alors moi je dis donc que ces organisations internationales, moi je pense qu'elles n'arrangent pas les choses en donnant des chiffres apocalyptiques. Alors, toujours relativement à cela, le journal La Seine s'est intéressé aux 100 premiers jours de Paul Atangandi au ministère de l'administration territoriale, le territoire justement menacé par cette crise. Et en termes de bilan, en tout cas, le journal semble plutôt élogieux sur ces 100 premiers jours avec ses visites sur le terrain dans les chaudrons anglophones, comme dit La Seine. Justement, à ce niveau, c'est quoi le bilan? C'est quoi l'impact de l'arrivée de Paul Atangandi 100 premiers jours après, relativement à cette crise anglophone? Bon, je ne dirais pas que vous êtes vicieux, mais parce que je vois le lien avec le sujet précédent. Vous savez comme moi que Paul Atangandi a été accusé d'avoir perpétré un certain nombre d'attaques assez violentes dans ces régions-là et ce qui a été très envenimé, ce qui a suscité le courroux de beaucoup d'observateurs
politiques, notamment sur la scène internationale, comme Amnesty et les autres. Non, non. J'estime que Paul Atanga-Gandhi, ici, jusqu'à présent, pour moi, il tient bien les rênes. La situation est vraiment sous contrôle, sauf qu'il est arrivé, à mon sens, à une période assez sensible. Moi, je verrais l'efficacité de son action seulement au moment où les enfants pourront rentrer à l'école en septembre de manière sereine. À ce moment que je pourrais apprécier qu'il y a eu accalmie et qu'il y a eu la paix des braves. Jusqu'ici, il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'effets de démonstration, mais nous autres, on va mesurer l'impact de toutes ces actions-là en septembre, quand les enfants et les parents pourront sereinement rentrer à l'école sans se faire agresser sur le chemin. En ce moment, on comprendra que la paix est revenue entre différentes parties prenantes. Et pour rapidement avec le sujet président, il faut dire que ces organisations internationales, quoi qu'ils disent, nous aimerons, nous, les entendre se prononcer sur Guantanamo, qui est une des prisons les plus atroces qu'on ait connu sur la planète Terre. Nous, on aimerait les entendre sur ce qui se passe en Palestine, en Israël, etc., où les gens meurent tous les jours, où il y a une injustice flagrante et grossière. On aimerait les entendre sur la manière spectaculaire et grossière avec laquelle Kadhafi a été assassiné. On n'a vraiment pas tiré les leçons de cette histoire. Donc, il y a tellement de sujets sur lesquels on aimerait les entendre. Donc, c'est compte rendu à tête chercheuse. Je pense que c'est du réchauffé et ça ne nous émeut plus depuis la nuit des temps. Alors, très rapidement. Oui, ces 100 jours, je pense que la scène a fait une sorte de revue rétrospective en 3 mois. Paul Atanga-Gandhi est l'un des ministres qui a le plus bougé, qui a été le plus actif. On l'a vu descendre à plusieurs fois dans le sud, dans le nord-ouest. On l'a vu gérer le problème des armes. Maintenant, gérer le problème du renseignement en donnant des instructions aux préfets, sous-préfets, gouverneurs de transmission minute by minute, day by day. Même relativement à la crise anglophone, voilà, on n'a pas jusqu'ici senti beaucoup d'impact. Non, on n'a pas senti beaucoup d'impact parce que ça ne dépend pas du ministère de l'administration territoriale. Il a fait un boulot, il fait un job qui est vrai. Mais ce qui est vrai et réel, c'est que c'est l'un des ministres qui bouge le plus depuis 3 mois. Absolument. Il est obligé. Alors, il est obligé. On va sortir, messieurs, avec donc la nouvelle expression qui nous parle de ces églises au cœur de quelques scandales. L'église catholique du côté de Yupoué avec l'honorable Doc Collins qui expulse un honnête citoyen. C'est une histoire absolument ahurissante. La semaine dernière, les caméras de plusieurs journaux ont capté cette scène où l'église catholique de Yupoué était en train d'expulser quelqu'un qui est établi là-dessus depuis 1978. Le terrain lui a été vendu par le prince René Bel dès 1993. Et c'est 14 ans après son installation que l'église catholique, que le même René Bel a donné 1 hectare à cette église catholique-là. Mais seulement, quand cette église a commencé à avoir des prétentions pour prendre ce terrain, le prince René Bel a écrit au cardinal Toumi en lui disant que ce terrain, je le lui ai donné, n'y touchez pas. Quelque temps plus tard, cette église continuant, le propriétaire de ce terrain a écrit à Monseigneur Djewel, qui est arrivé sur le terrain et qui a dit dans une correspondance que laissez ce monsieur tranquille, vraiment, si vous voulez son terrain, négocier, mais ne le prenez pas par la force. Or, depuis 15 ans, l'affaire continue d'expulsion en expulsion, de tentative d'expulsion, et effectivement, les plaintes sont rédigées par le député Doc Collins, qui est présenté comme le conducteur des travaux de cette église. Alors, c'est une histoire qui fait énormément de bruit du côté de Yupoué, et les gendarmes sont là-bas tous les jours, la population ne comprend pas, et bien évidemment, le propriétaire de ce terrain se pose des questions. Il ne reste qu'à prier. Ce qui n'honore pas, malheureusement, l'Église à ce niveau. Non, je ne suis pas ému par cette expulsion-là, parce que moi, j'ai été socialisé quasiment dans un monde catholique. Et j'ai envie de dire que l'Église catholique a fait beaucoup de mal à nous et à nos parents. Et ils sont arrivés avec la Bible ici, ils ont pris toutes nos terres. Toutes nos terres ont été... Et c'est ce qui est davantage scandaleux, c'est que l'Église, quand ils arrivent, ils nous tiennent un discours du genre, bref, ils nous tiennent un discours du genre, ils veulent aider les pauvres, de permettre aux pauvres d'avoir accès à l'éducation et à la santé. Sauf que paradoxalement, un Camerounais normal ne peut pas inscrire son enfant dans une école catholique ou dans une église ou dans un collège catholique, ce qui est surréaliste. Or, ce sont nos terres qu'ils ont pris après. Un Camerounais lambda ne peut pas, même les enseignants qui enseignent dans l'église catholique
ne peut pas dans les écoles catholiques ne peut pas inscrire les enfants là-bas? Est-ce que c'est normal qu'un enseignant qui enseigne dans l'école catholique, parce que c'est inaccessible et c'est cher. Ah d'accord. Pas au prix, pas au coût. Oui. Ils ont pris toutes nos terres. Pour chuter. Ils ont conçu des hôpitaux, ils ont conçu des écoles, ils ont conçu des collèges, mais ça nous est inaccessible. D'argent et ça nous est inaccessible. Voilà. Et donc si aujourd'hui il y a un conflit qui demande que cette histoire rétrocédée, moi ça ne pourrait pas m'émouvoir parce qu'ils ont fait trop de mal. C'est une affaire à suivre. Le sieur du Messie, voilà, Sielenou, que l'Église catholique tente d'exproprier sur ses terres à lui, du côté de Yupoué. Affaire à suivre donc, on cherchera à savoir pour la suite la réaction du successeur de celui-là qui avait attribué cette terre à ce monsieur. Merci Camille, merci Guy Hervé, madame, monsieur, merci d'être resté avec nous. Demain sera notre jour férié, voilà, ce sera le Ramadan, nous ne serons pas là. Nous vous souhaitons à tous les fidèles musulmans bonne fête. Barka da Salah. C'est comme ça que ça se dit. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Très bon long week-end à tous. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de la Revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés, des invités avec qui nous allons tout à l'heure analyser, commenter les principales unes parues ce matin. Revisitons tout d'abord ces unes avec la Nouvelle Expression qui, comme certains autres journaux, s'intéresse à la rentrée scolaire 2018-2019 et surtout au manuel scolaire. Et la Nouvelle Expression du titre est polémique autour des manuels scolaires. Les éditeurs relèvent cette année des irrégularités dans le processus qui a mené à la publication de la liste des manuels scolaires. Le journal propose un dossier sur cette actualité aux pages 3, 10 et 11 des éditeurs donc qui se plaignent pour certains. Ils ont parlé sous anonymat donc pour ces éditeurs qui estiment que ce sont tout simplement ceux qui ont payé le plus, qui ont eu les meilleures places, nous dit donc dans les colonnes de la Nouvelle Expression l'un des éditeurs, tout comme d'autres estiment que ceux qui ont été choisis pour éditer ces livres le savaient préalablement. Donc il y a eu une sorte d'entente entre la commission d'agrément et les éditeurs dont les livres ont été retenus. L'un des éditeurs justement déclare: ceux qui étaient dans la confidence avaient déjà lancé les impressions. Aucun éditeur ne peut aller actuellement imprimer en Chine ou en Inde et avoir les livres avant 4 mois. Des éditeurs qui disent qu'ils savent que la capacité des imprimantes camerounaises n'est pas grande. Par conséquent, cette rentrée scolaire sera l'une des plus rudes et ne présage rien de bon. Voilà, selon certains éditeurs qui estiment qu'il fallait un peu plus de temps. Et donc, la liste a été rendue rendue publique un peu tardivement. Arbitrage et médiation, les avocats camerounais qui sont à l'école. Le barreau du Cameroun organise à Douala un séminaire au regard des derniers textes OHADA édictés en 2017. Et puis l'église catholique, tout comme l'église protestante, à la une de la Nouvelle Expression. Tout d'abord, l'église catholique avec ce litige foncier. Une église et un député embourbé dans une affaire de litige foncier du côté de Yupoué à Douala. L'église catholique et l'honorable Doug Collins s'active à expulser par la force un paisible habitant installé par le roi Bel depuis près de 40 ans sur une parcelle avenante à cette paroisse de ce côté-là. Et puis l'église évangélique du Cameroun avec Ndjetoya qui réagit après le verdict de la cour d'appel du littoral. Son équipe a donné une conférence de presse à Douala pour dire sa part de vérité au sujet de la sentence rendue par la cour. Et il faut dire que pour l'équipe de Samuel de Ndjetoya,
Toya. Et surtout pour son avocat maître Kamako, il n'est aucunement question que ce verdict rendu par la Cour d'appel mette fin aux activités du bureau élu du côté de Ngaoundéré au mois de novembre 2017, puisque ce bureau co-conduit Ndje Toya continue à travailler allègrement. Le conseil donc de ce dernier qui rappelle qu'ils vont tout simplement se pourvoir en cassation. Le journal La Seine nous parle ce matin du Bialand et des 100 premiers jours de Paul Atangandi au ministère de l'administration territoriale. Au compteur de l'histoire, le natif d'Akoum, premier anglophone à occuper cette fonction au Cameroun, fut nommé le 2 mars dernier. Le 8 juin 2018 a marqué une révolution inédite dans les mentalités au centre de la territoriale, nous dit le journal, qui parle des dossiers brûlants qui ont été les visites de terrain dans les chaudrons anglophones à l'ouest et dans le littoral, l'institutionnalisation du renseignement prévisionnel par les autorités administratives, la situation statistique sur le port et la vente d'armes au Cameroun, la situation des chefferies traditionnelles et les CAM. Dans cette édition, donc, le journal tente de dresser un bilan et propose un dossier sur les enjeux, les défis et les perspectives de cette année de l'histoire en termes d'élections électorales attendues. La une du Popoli parle sur un fait de société qui concerne une artiste du nom de Daphné qui s'est rendue du côté des experts que tel que l'on est parti, on ne vivra plus. Pareil scénario, attendons de voir ce qui se passera lors des prochaines rentrées scolaires. La crise anglophone est à la une de plusieurs journaux ce matin avec tout d'abord Mutation qui nous parle d'une attaque dans la région du littoral, une attaque qui est revenue d'ailleurs dans plusieurs journaux. Le journal parle d'échanges, de coups de feu entre les rebelles, les sécessionnistes et l'armée régulière, et présente d'ailleurs le bilan avec plusieurs interpellations, mais aussi un gendarme blessé. On est sorti là complètement du cadre de ces combats, le cadre qui était jusque-là le sud-ouest, et déjà une partie du littoral est empiétée par ces combats. Bien sûr, on peut commencer à se poser la question pourquoi une bourgade aussi retirée que Penamboko. C'est vrai qu'elle est assez isolée, mais on voit que le débordement du désordre que l'on enregistre dans le sud-ouest, et beaucoup plus dans le sud-ouest que dans le nord-ouest, commence à déborder. Mais à déborder, pourquoi? Comment peut-on donc expliquer cette attaque d'hommes armés qui sont venus attaquer une gendarmerie et qui s'en sont pris aux hommes en tenue? On peut se poser la question, est-ce comme je l'ai souvent dit, la multiplication des bandes armées qui agissent chacun de son côté, et qui, dans le seul but d'instaurer un désordre, une psychose permanente? Est-ce une planification des gens qui ont décidé que bon, maintenant on va attaquer aussi bien du côté de Penamboko que du côté de Mbouda ou du côté de Tchang? On peut bien tout autant se poser la question. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour la première fois, on entend des coups de feu hors de la zone anglophone, et c'est inquiétant. C'est inquiétant à plusieurs titres, mais c'est inquiétant tout de même que des gens armés se retrouvent dans la région du littoral en train d'attaquer des hommes en tenue. On peut se poser la question, sont-ce vraiment les sécessionnistes? Sont-ce des terroristes? Sont-ce alors des membres d'une bande armée qui, comme dans comme dans tous les cas de guerre civile, parce que quand il y a des guerres civiles, il y a des bandes armées qui ne combattent pas toutes, qui ne posent pas toutes des actes dans le sens d'une idéologie, mais uniquement pour continuer à instituer le désordre. Alors, donc on peut se poser cette question. Hervé, dans quel registre est-ce que vous placez cette attaque de Penamboko, Nongwa, de Mbanga dans la région du littoral? Cette attaque se situe, dans mon sens, dans le registre de la terreur et de l'entretien de la psychose. Et je refuse de croire que c'est un acte isolé. Parce que la vérité, ils ont peut-être le détail qu'il faudra apporter, c'est que c'est une zone quasiment frontalière avec le sud-ouest, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que je refuse de croire que c'est un acte isolé, parce qu'aux dernières nouvelles, je vais dire que le nord-ouest et le sud-ouest sont quasiment barricadés par les forces de maintien de l'ordre qui tiennent en respect de manière assez convaincante les invasioniens. Et quand les attaques se délocalisent, ça veut dire que on est en train là de s'acheminer vous pensez à une généralisation à une généralisation de la crise qui pourrait avoir des dégâts collatéraux inestimables. Moi, à mon sens, je pense que ça fait très très longtemps qu'on le dit. Si un État est fort, il vous écrase.
s'il est faible, vous périssez tous. On a l'impression, depuis le commencement de la crise, que, je veux dire que l'État ne tient pas suffisamment les rênes et ne tient pas ses engagements de manière à neutraliser et de mettre hors d'état de nuire cette bande d'insurgés. Parce qu'on est là dans le littoral, depuis le début de la crise, la logique des Ambazoniens, c'est de créer la psychose permanente et de laisser à ce que les Camerounais vivent de manière régulière la peur dans le ventre. Parce que quand vous avez, si vous imaginez un seul instant qu'en sortant dans la rue, vous pouvez recevoir une balle, alors les Ambazoniens auront gagné la guerre psychologique. Ils auront réussi à faire peur. Aujourd'hui, ils font peur de manière assez crescendo. Et il est temps pour le régime d'arrêter cette spirale qui est en train de sortir du sud-ouest et du nord-ouest pour s'étendre à d'autres villes. Et gangrène qui s'étend. Et je me suis laissé dire qu'il y a il y a la véritable riposte du gouvernement qui se prépare dans ces régions-là. Je crois que ça va se faire au moins avant la rentrée scolaire, parce que des engagements ont été pris à la fois par les chefs traditionnels et les différentes parties prenantes de cette guerre-là. Il faut que cet engagement pris par le gouvernement se matérialise et que véritablement ces gens sont neutralisés. Les États-Unis qui a été tout simplement expulsé en raison d'une mésentente, elle qui avait obtenu donc un visa d'entrée, qui s'était rendue aux États-Unis pour une prestation et qui s'y est rendue pour une deuxième fois alors que le visa était encore en cours de validité. Et il a fallu une fois arrivé donc à Washington que les forces de l'ordre de ce côté-là lui fassent savoir que son visa ne lui permettait qu'une seule entrée sur le territoire américain, ce qui lui a valu donc cette expulsion et 10 ans d'inéligibilité au visa américain. Le Messager parle de chefferie traditionnelle ce matin et surtout d'embrigadement. Nos chefs traditionnels, otages du renouveau, c'est la une du journal Le Messager qui ajoute donc que dépouillée de sa substance initiale, la chefferie traditionnelle reste pour le pouvoir camerounais un lieu d'expérimentation du clientélisme politique. Le journal Le Messager qui propose ce matin une enquête qui révèle comment désormais cette institution séculaire dans notre pays est tout simplement bradée. Et puis les livres, malgré le retard, le livre unique au programme 2018-2019, nous dit le journal Le Messager dans ses colonnes qui rappelle donc que la liste de ces manuels scolaires a été rendue publique hier. Le journal qui parle aussi de tueries de Menka dans la région du Nord-Ouest et le National Executive Committee du Social Democratic Front qui exige des enquêtes pour faire la lumière sur ces tueries. C'est l'une des annonces faites à l'issue de la dernière réunion du comité national exécutif de ce parti tenu à Yaoundé sous la présidence donc du chairman Ni John Frondi. Le Jour s'intéresse à la crise anglophone et barre sa une avec cette interrogation: pourquoi les organisations humanitaires internationales font peur au régime? Le journal qui propose une analyse donc sur les multiples interventions des organisations humanitaires internationales, mais surtout la face cachée de ces organisations humanitaires internationales, d'où la raison de la crainte du régime de Yaoundé. Le Sud-Ouest à la une du journal Le Jour et le tribunal de première instance de Mouyouka incendié le feu qui a consumé le bâtiment abritant cette juridiction aux premières heures du mercredi 13 juin 2018. Et puis mutation qui s'intéresse aussi à la crise anglophone, mutation qui titre crise sécessionniste, une attaque dans le littoral, c'est la première du genre. Nous dit le journal qui ajoute que des échanges de coups de feu entre la gendarmerie et les assaillants séparatistes ont été enregistrés hier du côté de Mbanga. C'est la une de mutation ce matin qui ajoute donc en termes de bilan, un gendarme a été blessé et plusieurs miliciens ont tout simplement été capturés. C'est une information contenue à la page 7 donc du journal Mutation qui propose aussi ce matin la liste des manuels scolaires déjà disponibles
disponibles. L'essentiel reste sur les manuels scolaires à la grande une. L'essentiel qui titre enfin un livre par matière. C'est la une du journal L'Essentiel ce matin. Un livre par matière, le journal qui propose d'ailleurs la liste des manuels scolaires 2018-2019. Une liste qui est donc désormais connue. Et puis on va terminer avec Cameroun Tribune qui reste sur le manuel scolaire, les manuels scolaires et les listes qui sont là. Nous dit Cameroun Tribune, sur proposition du Conseil national d'agrément, les ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont rendu public les ouvrages agréés pour les prochaines années. La réforme prescrite par le Premier ministre prend ainsi corps avec désormais un seul livre par matière à découvrir donc dans l'encart que propose ce matin Cameroun Tribune. Cameroun Tribune also talks about World Cup 2018 in Russia. Competitions kick off today in Russia, says Cameroun Tribune. The 21st edition of the FIFA Football World Cup begins today, June 14, 2018 in Moscow, with Russia taking on Saudi Arabia in the opening game for 1 month. 32 teams will battle for the... L'un des aspects les plus importants, en tout cas, qui fait le plaisir de nombreux parents. Enfin, un livre par matière. C'est d'ailleurs la une du journal L'Essentiel ce matin. Enfin, un livre par matière. C'était attendu parce que voilà, il y avait de la surenchère. Chaque chef d'établissement pourrait se permettre de mettre au programme le livre. Pour un cours de français, il y avait 10 livres pour un cours de français, par exemple. Il faut dire que cette évolution avait commencé avec le ministre Ngalé Bibé. Elle avait commencé et là maintenant elle est tout simplement en train d'évoluer. Mais moi je pense que la crise aujourd'hui qui fait grincer certains éditeurs des bancs, c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a eu un remaniement ministériel en mars. Bon, avec le ministre Ngalé Bibé qui a été envoyé au transport et l'arrivée de Madame Nalova Dionga, forcément il y a eu une commission certainement relookée, ou la commission qui a trouvé là le moyen peut-être d'amener un autre casting dans la distribution des livres. Donc moi je pense que la colère des éditeurs, surtout ceux qui estiment avoir été rayés de la liste au profit de nouveaux, elle est certes compréhensible, mais il faut que les uns et les autres comprennent que cela est certainement dû au fait qu'il y a eu changement de ministre. Ça, c'est l'une des raisons les plus plausibles. Mais toujours est-il que cette formule du livre unique, c'est bien évidemment pour les biens des parents qui, comme l'a dit Guy, peut-être même des enfants. Mais des parents et des enfants. Avoir 10 livres pour une seule matière. On imagine des enfants qui se retrouvent avec plus de 10 matières. C'est une révolution. Et même une évolution sur le plan économique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dans ce genre de choses? Il est parfois difficile de comprendre pourquoi certains ont été barrés et d'autres ont été retenus. Mais toujours est-il que ceux qui estiment que la liste sort trop tard, pour eux, c'est certainement ceux qui n'étaient pas préparés ou qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait de nouveaux livres ou bien qu'il y ait de nouveaux éditeurs. Mais toujours est-il que le problème du livre, vous le voyez, il est présent dans 4 ou 5 des journaux aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est au cœur de la préoccupation des parents. Alors, on peut comprendre la frustration de certains éditeurs, voilà, qui n'ont pas été retenus, mais on peut aussi dire à côté que malheureusement tous ne pouvaient pas être retenus. Oui, mais il y a un problème de logique et d'objectivité dans le choix des livres qui ont été retenus. Parce qu'on ne peut pas de manière rationnelle expliquer comment est-ce qu'un livre qui est au programme depuis 20 ans, qui a été évalué par les pairs et par la commission, et qui du jour au lendemain a disparu de la liste des livres retenus. Ça veut dire que les programmes dispensés jusqu'à il y a 20 ans n'étaient pas de qualité et qu'ils étaient mauvais, alors que ces livres pour la plupart ont été retenus par la commission la plus compétente, mais qui subitement ont disparu de la liste définitive des livres. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le casting, dans le choix opéré par la nouvelle commission, ce qui est de nature à frustrer et à révolter les éditeurs de presse qui à mon sens, ont compris que ça mettra en difficulté davantage les parents, parce que là c'est ouvrir une véritable boîte de Pandore. Parce que dans un contexte comme le nôtre de récession et de baisse de pouvoir d'achat, ce qui va se passer avec cette liste qui sort déjà tardivement, c'est qu'on aura au moins 2 conséquences fortes. Un, le prix de ces livres vont être élevés et presque inaccessibles. Et les parents vont encore devoir saigner doublement pour les acquérir à prix d'or. Et je pense que quand on est dans un
dans un pays où le SMIC coûte à peine 30 000 francs, on ne devrait pas s'amuser à jouer avec les nerfs des parents comme ça. Et je suis de ceux qui pensent que le Cameroun, c'est un vrai scandale planétaire où le livre scolaire est bradé. Quand je veux dire bradé, je veux dire qu'il est vendu comme une marchandise ordinaire. Dans les pays sérieux, le livre, c'est un véhicule idéologique qui obéit à un certain nombre de canaux pour que les enfants qui sont dès le primaire, on leur transmette une certaine idéologie, une certaine valeur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous envient la Chine, envient les pays asiatiques, parce que ça commence dès la base, dès le primaire, dès l'école maternelle. Les ouvrages au programme participent de la construction du citoyen qu'on veut demain. Mais dans un pays où on s'amuse à changer les livres chaque année, c'est clair qu'on fait de la navigation à vue, et le livre est vendu comme une banale marchandise, et c'est un vrai scandale. On se demande quelle est la véritable politique éducative, quel est le Camerounais de demain qu'on veut construire. Parce que déjà les le Camerounais de demain qu'on veut construire passe par le type de manuel au programme depuis l'école primaire. C'est un véhicule idéologique qui participe de la fabrication de Cameroun de demain. Mais là, on navigue avec chaque année, on change de livre et on a l'impression que ça fait... Bref, ça fait pas sérieux. Voilà, en tout cas, on trophy with host country promising to overcome the organizational challenge. You can have it at page 45 of Cameroon Tribune this morning. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue donc des granules et de donner la parole à nos invités sur ce plateau. Camille Néré, bonjour. Bonjour. Bonjour Eric Martial. Bonjour Guy Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais surtout je voudrais relever la formule de Guy Fongan chaque jour quand il parle de la revue qualitative, parce que vous le faites très bien, c'est-à-dire que dans notre revue presse, on ne lit que les unes des journaux qui donnent la vraie information et non le reste, parce que je voudrais m'insurger ce matin contre un journal édité à Yaoundé qui a publié avant-hier la photo d'un général, le général Salou Mohamedou, à la une de son journal, en disant que ce monsieur est l'allié des ambazoniens et qu'il est l'allié des ambazoniens pour faire sortir ma famille lui de prison. C'est inadmissible. Un journal ne peut pas se permettre de parler ainsi d'un général et l'un des plus gradés de l'armée camerounaise. Il est dans l'armée depuis plus de 47 ans. L'un des plus sérieux. Et l'un des plus sérieux, d'ailleurs, les plus appréciés des chefs de l'État. Jusqu'à ce que ce journal est allé, il est allé jusqu'à dire que c'est lui, le général Sali, qui a fait partir le général Nouma, alors que l'on sait très bien que c'est le chef d'État qui a sorti le colonel Nouma de la retraite pour le nommer là, dans le sud-ouest. Et on se souvient des déclarations incendiaires qu'il a faites dans les journaux en disant que les militaires s'illustrent par des carnages. Et c'est le chef de l'État qui l'a relevé de ses fonctions. Ce n'est pas le général Sali. Alors quand un journal accuse nommément et de façon aussi claire un général d'être complice des ambazoniens, c'est franchement inadmissible. Et je pense que, comme beaucoup de directeurs de publication qui étaient avec moi quand ils ont lu ce journal, vraiment il y a de quoi s'insurger et de quoi avoir peur pour le Cameroun où les journaux n'ont même plus peur. Dans les réseaux sociaux, c'est les fake news. Là maintenant, dans la presse écrite, c'est la suite des fake news. Voilà, une bonne interpellation. Guy Fongan, bonjour. Bonjour Eric Martial, président Eric Martial. Vous vivrez comme beaucoup de Camerounais la Coupe du Monde à la télé. Donc ce sera le cas pour beaucoup de journalistes sportifs qui ce soir vont vivre la Coupe du Monde à la télé. C'est dommage, mais on n'a pas beaucoup de choix. Parce que l'équipe du Cameroun n'est pas qualifiée. Pas qualifiée. C'est très dur, mais c'est la réalité. Non, je voulais me plier à la tradition pour évidemment faire un clin d'œil aux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la une des revues qualitatives qui paraissent au Cameroun. Et j'ai une pensée pour un téléspectateur singulier, le ministre Issa Tirouma Bakari, qui comme tous les autres musulmans, va célébrer le Ramadan demain. C'est quelqu'un aussi qui prend du plaisir à regarder ce programme qualitatif. Et par son canal, on souhaite bonne fête, bonne célébration de la fête du Ramadan à tous les musulmans qui adorent cette émission. Allez, merci pour ces introductions, chers messieurs. On va rentrer de plein pied dans cette revue, en tout cas dans les commentaires des grandes unes, avec donc la rentrée scolaire 2018-2009, 2019 et les manuels scolaires ou la liste qui a été rendue publique. Deux choses à retenir, la liste rendue publique et désormais le fait que l'on aura un livre uniquement par matière. Certains disent c'est une révolution.
C'est une révolution, il y a même une meilleure révolution, parce que souvenez-vous, il y a quelques années, ça a été un combat. La presse, malheureusement, ne voit pas aussi la chose sous cet angle-là, que l'essentiel, quand on prend la liste des ouvrages retenus, l'essentiel des auteurs, c'est les Camerounais. C'est quelque chose à saluer et à encourager. Ça faisait un moment qu'on avait très peu d'auteurs camerounais dans le programme scolaire. Ça veut dire que de plus en plus, les Camerounais écrivent et qu'ils prennent du plaisir à écrire. Et je suis heureux de constater que dans la liste des programmes, des manuels scolaires, on n'a que les auteurs camerounais, donc ça fait plaisir. Bon, il y a évidemment quelques cas isolés, mais l'essentiel, c'est les auteurs camerounais. Ça, c'est la première chose qui me semble important à soulever. L'autre chose qui me semble important à observer, c'est que cette liste, on l'attendait depuis avril. Donc, elle apparaît seulement aujourd'hui en juin, avec un mécontentement affiché des éditeurs qui estiment qu'ils ont été doublés par la commission, ce qui est vrai d'ailleurs, parce techniquement on ne peut pas avoir des livres avant au moins 4 mois. Comme ils le disent. Mais avant qu'on arrive sur la colère de ces éditeurs, restons sur